Bonjour à tous. Nous poursuivons le chapitre sur les lois de la place, le champ magnétique et la loi de la place, par une définition d'une nouvelle grandeur qui s'appelle le moment magnétique. Alors il va falloir faire attention parce qu'on a déjà entendu parler d'un moment de force, de moment cinétique, et là vous allez découvrir le moment magnétique qui est une grandeur de dimensions différentes encore de ces grandeurs précédemment citées. Donc aucune n'a la même dimension. Par contre, on verra assez rapidement qu'en fait, on va pouvoir lier le moment magnétique au moment des forces de la place que pour l'instant vous ne connaissez pas. Donc, le terme moment va quand même intervenir et il y aura un lien entre les grandeurs finalement. Alors avant de définir ce qu'est un moment magnétique, il nous faut définir la notion de vecteur surface d'un circuit filiforme plan. Alors déjà, on va commencer par représenter un circuit filiforme. Alors, je vais l'orienter, donc il faut un circuit filiforme, c'est-à-dire simplement un simple fil, on va faire comme ça, voilà, qui délimite une aire S. Alors ce circuit appartient à un plan P, je vais vous présenter un plan, je vais plus propre, mais bon, on va faire ça comme ça. Hop. Donc le plan auquel appartient ce circuit, filiforme, le plan P, voilà, hop, ici. Et donc ce circuit filiforme, eh bien, va être orienté. Alors, pardon, circuit filiforme d'abord, il y a le coup délimite une aire S. Donc là, je assure et je montre que ceci représente une aire S. Et on va orienter ce circuit de façon complètement arbitraire en plaçant une flèche sur le contour. Alors, je fais une flèche ici. On va traiter les situations. Si j'oriente ce circuit, donc orientation, le circuit comme ceci. Et bien, maintenant, on va définir un vecteur surface comme étant égal à S, donc je vais essayer ce qui est expliqué dans le cours là, S égale l'aire, alors S donc c'est l'aire du circuit, c'est ici, porté par le vecteur normal N. Alors maintenant il reste à savoir comment est défini ce vecteur normal unitaire. N, vecteur unitaire, hop là, orthogonal à la surface, et orienté selon la règle de la main droite. Selon la règle de la main droite qu'on a on a un petit peu parlé hier. On va même parler un petit peu plus que ça, on a parlé hier. Selon la règle de la main droite. Alors, ici, si j'utilise la règle de la main droite, donc je reviens sur le schéma qui est donné. Lorsque vous avez, donc là, le doigt contourne le circuit, enlace le circuit, et l'orientation du circuit revient est la même que l'orientation de vos doigts. Donc, si vous voulez, les doigts qui partent de la paume vers l'extérieur représentent l'orientation du circuit. Donc ici, vu de dessus, si j'ajoute un circuit filiforme, on a quelque chose comme ça, vu de dessus. Et donc le vecteur qu'on avait vu hier, c'est orthogonal ici. Si je reviens maintenant là, on a un circuit filiforme ici. Le vecteur normal à ce contour est défini. Vecteur normal, quand même. Vecteur normal à ce contour, ici. Et donc, eh bien, elle va définir le vecteur unitaire n. Alors j'aurais dû faire plus petit. Je vais partir en arrière. On va faire quelque chose de plus petit. Vecteur unitaire n, comme ceci. Orthogonal au plan, petit n. Et le vecteur surface, on va faire une autre couleur. Le vecteur surface, il est collinéaire à n. Hop, je vais juste en bas. Et il est de norme S. De norme égale à l'aire de la surface. Hop, je prends ici de norme, donc le vecteur unitaire S, le vecteur surface S de norme, donc S, norme de S est égal à l'aire de la surface. Donc là, c'est si le contour est orienté comme ceci. Si maintenant je refais la même chose, mais cette fois en orientant le contour différemment,
Si je prends un contour comme ceci, et que je l'oriente dans l'autre sens, orientation du contour, je représente le plan auquel appartient ce contour de la façon. P, comme ceci. Maintenant, d'après la règle de la main droite, eh bien, donc vous avez, il faut que vos doigts, enlacent ce contour. Donc là, vous êtes obligé de retourner votre main. Alors, je vais essayer de le faire avec du schéma. On va essayer de prendre les doigts. Donc là, les doigts, hop, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, orienté comme ceci, orienté dans le même sens que le contour, et le pouce. Donc là, c'est très mal fait, hein. Le pouce orienté comme ceci. Donc là, vous avez votre main orientée, votre main droite, hein. Attention, c'est bien la main droite, donc même pour les gauchers, il s'agit encore de la main droite que l'on utilise. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous avez cette fois un vecteur sur. Donc, je rappelle l'aire délimité par ce contour. Donc, l'aire S, et le vecteur surface S égale S vecteur N. Et donc en fait, on a le vecteur surface qui est orienté comme ceci, ici, orthogonal au vecteur, au plan auquel appartient le contour et orienté selon la règle de la main droite grâce à l'orientation du pouce. Bon, donc là, c'est requis pour pouvoir orienter un contour. Maintenant, nous allons passer au mouvement magnétique. Alors, donc on considère un circuit filiforme, hop, délimitant, dont alors si je l'entoure comme ceci, si je l'oriente comme ceci, à ce moment-là, le vecteur S orthogonal est ici. Donc, je rappelle que S, ça correspond bien à l'aire délimitée par le contour. Voilà. Et ce circuit, est parcouru par un courant I. Alors, je vais le faire, ça me va très bien. Je l'oriente, est parcouru par un courant I qui est qui est lié à l'orientation du circuit. I est dans le même sens, enfin, dans un sens comme on n'en sait rien en fait, on ne connaît pas le signe de I. Attention, signe de I peut être, le signe de I peut être positif ou négatif. C'est juste une convention. On oriente le circuit et on oriente le courant comme ceci, comme on fait quand on dans les piles, les schémas d'oxydoréduction. Eh bien, on va définir le moment magnétique comme étant le produit MIS. Alors d'ailleurs, j'aurais dû faire un I. Hop, grand I pour conserver les notations du cours. Hop, I. Et donc, le moment magnétique est égal au produit de l'intensité pour le vecteur surface. Alors, dimension de M d'abord, donc c'est la dimension de I pour la dimension de S. Alors, au niveau des dimensions, l'intensité de toute façon c'est une dimension du système international, donc on va avoir des ampères mètre carré. Donc unité M exprime en ampères mètre carré. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors l'orientation du circuit est parfaitement arbitraire, c'est ce qu'on a dit déjà. Alors ne préjugeant rien du sens réel du courant dans le circuit. Signe négatif, ça signifie simplement que le courant est bien tout simplement le sens opposé au sens choisi. Et le sens finalement opposé donc, à celui choisi. Le moment magnétique pointe. Alors, ça, effectivement, je vais me laisser en pointillé, mais on ne peut pas deviner. C'est de la même orientation que pour le champ B, du nord vers le sud du circuit. Idem au champ mag. Champ magnétique. Alors, donc ça, c'est pour une spire simplement. Maintenant, ce qu'on imagine, au lieu d'avoir une seule spire, c'est ce qui est. On n'a pas ça très régulièrement. Vous allez plutôt retrouver des bobines, des solénoïdes infinis, etc. Donc là, si vous avez un enroulement de spires jointives, un solénoïde en fait,
Si je représente, hop, un solénoïde avec les spires. Alors là, je les représente pas jointives, mais bon, les spires sont, on imagine les spires jointives. Voilà. Donc vous avez en fait n spire. Une spire ici, jointive, parcourue par un courant d'intensité I. Alors on va orienter encore le courant. Donc chacune étant parcourue par un courant d'intensité I. On va avoir la main, je vais représenter la petite main pour que ce soit évident pour vous. Donc les doigts. Voilà, le pouce ici. Et donc en fait, vous avez bien un vecteur S et associé à cette terre ici. Et donc vous obtenez le vecteur moment magnétique qui cette fois dépend des n spires, pas simplement de une spire, mais le moment magnétique total, petit m, égale donc n, i, s. Donc s, alors je vais vous la bonne écriture de i comme ceci, et avec n, le nombre de spires. Donc vecteur moment magnétique, le moment magnétique, donc voilà. Bon. Hop. Ah oui, cet enroulement, j'aurais dû le dire, cet enroulement est équivalent à une spire parcourue par une intensité. C'est ça. Parce que sinon, c'est n'importe quoi. Donc c'est comme si vous aviez, étant donné qu'elles sont jointives, c'est comme si vous aviez une seule spire parcourue par une intensité NI. D'où, au final, le moment magnétique de l'ensemble, NIS. Maintenant, analogie, un peu brutale, mais on va voir qu'en fait, on peut comprendre qu'on la fasse. Étant donné donc qu'un aimant droit et un solénoïde sont responsables des champs magnétiques de géométrie semblable. C'est ce qui est écrit là. On peut vérifier cela si vous avez oublié les lignes de champ. Alors pour un aimant droit, vous avez des lignes de champ qui se bouclent du nord vers le sud, etc. Et pour un solénoïde, en fait, on a des lignes de champ qui se bouclent également comme ça. Donc on va pouvoir en fait définir un pôle nord et un pôle sud associés à un solénoïde. Donc on va pouvoir associer un solénoïde, un pôle nord et un pôle sud, et donc à ce solénoïde, on va pouvoir associer également, étant donné qu'on peut associer un moment magnétique à un solénoïde, on va pouvoir faire l'analogie et dire qu'on associe un moment magnétique à l'aimant. Alors, c'est là que c'est un petit peu étonnant. Donc, le moment magnétique associé au solénoïde, ça va être à l'aimant, sera le moment magnétique égal à MIS du solénoïde de même taille que l'aimant et qui produirait le même champ que l'aimant. Donc là, voilà la définition. Donc maintenant, si on va directement à l'application, soit un aimant droit cylindrique de section S égale 1 cm², de longueur L égale 15 cm. Ah, les unités sont mal passées, je ne les ai pas écrites. Alors, si on représente, qu'est-ce que ça donne? On peut avoir de la place après. Oui. Si on représente, donc on va avoir un aimant droit, mais de forme cylindrique. Voilà. Voilà, donc on va définir un pôle nord, un pôle sud. Donc le pôle nord, on va rappeler, il est en rouge. Donc, voilà, hop, comme ça. Eh bien, on a bien les lignes de champ qui sont dans cette allure-là, du nord au sud, du nord au sud, etc. Un peu mal fait. Vous avez compris, hop, je vais assez vite. Voilà. Eh bien, maintenant, vous devez faire l'analogie avec le solénoïde. Donc le solénoïde, hop, je le représente. Ça, c'est l'aimant droit. Et le solénoïde. Donc, de même section, même taille. Ah là là, de même taille, évidemment. Je vais faire la même chose. Je vais faire un copier-coller, tant pis. Même taille que l'aimant. Et qui va être capable de créer le même champ B.
Voilà le solénoïde que vous avez. Va être à l'origine du même champ magnétique. Voilà. On crée le même champ magnétique. Bon. Maintenant, qu'est-ce que l'on sait sur le solénoïde? Ce que l'on sait, donc si je reprends l'énoncé, alors on sait qu'il s'agit d'un aimant droit, alors de sur section 1 cm² de longueur L égale 15 cm. J'aurais dû écrire ça. Donc, S égale 1 cm² de 1 cm². Carré. Bon, c'est possible. On va vérifier ça. Possible. 1 cm² et de longueur 15 cm. 15 cm. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on sait sur un solide? On n'a pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'informations. Déjà, vous savez, vous, que s'il s'agit d'un solénoïde infini, on peut exprimer le champ B. S'il s'agit d'un solénoïde infini, ça fait partie des choses que vous avez dû retenir du cours précédent. On a B égale mu0 n i e z avec le z, hop, comme ceci. Pardon, le champ B, c'est comme ceci. Je vais reprendre là, sur l'axe du solénoïde. Alors à l'intérieur, le champ B est comme ceci, sur l'axe. Et donc BEZ. Je mets là BEZ ici. Comme ça. Rappelez-vous, les lignes de champ donc, sortent du pôle nord et reviennent au pôle sud. Et donc vous avez à l'intérieur, justement, c'est tout le contraire que je dis. J'ai tout fait n'importe quoi. Hop, voilà. Justement, non. Alors, le champ B est bien porté par Z, par contre, étant donné qu'à l'intérieur, les lignes de champ reviennent comme ça, vous avez un champ B qui est comme ceci, un champ B qui est comme ça, et donc vous avez B et Z ici. Et Z orienté comme ça. Donc on a ça, si I est positif, bien sûr, avec I orienté, hop, comme ça. Donc on a ça. Alors, s'il s'agit d'un solénoïde infini, maintenant, il reste à vérifier. Est-ce qu'on peut le vérifier? Est-ce qu'il s'agit d'un solénoïde infini? Peut-on le considérer? Considérer ce solénoïde infini? Voilà. Maintenant, il suffit de déterminer S, R, le rayon. R est égal à S donc sur pi r au carré, donc sur pi, divisé par la puissance 1,5. Je l'appelle R égale à pi r au carré. Voilà. Et donc en fait, on va faire le calcul, on a dit que c'était 1 cm², donc 10 moins 4 sur pi à la puissance 1,5. Donc ça nous donne environ, si on fait l'application numérique, 5,6 agrégé de 10-3 mètres, tandis que la longueur est L égale 15 cm. Donc le rapport L sur R, donc supérieur à 10, donc supérieur à 10, on va pouvoir considérer, on a dit que c'était ce critère-là qui était bon, donc on va pouvoir considérer le solénoïde comme un solénoïde infini. Je vais ajouter une page. Et donc on va maintenant, donc OK, je mets OK pour solénoïde infini. Heureusement en même temps vous n'aviez aucune autre information pour le champ bleu. Ça vous pouvez l'écrire, mais
Ça veut dire que maintenant l'expression du champ B créé par le solénoïde, va pouvoir s'écrire comme ceci. Maintenant, que savez-vous de plus? Nous, ce que l'on nous demande, déjà, on va peut-être revenir à l'énoncé quand même. La question c'est déterminer le moment magnétique de cet aimant. D'ailleurs, je n'ai pas représenté le pôle nord et sud, j'aurais dû le faire ici. Ici, c'était bien un pôle nord. Et ici, un pôle sud. Alors, maintenant, donc la question est bien pour les mots. Pour les mots M de l'aimant. D'après le cours qu'on a vu, on a bien le nombre de spires fois I fois S de Z. Et on connaît le nombre de spires par unité de longueur. Si je fais intervenir N, là c'est le nombre de spires par unité de longueur, attention. Nombre de spires par unité de longueur, ne pas confondre la antenne. Donc là, si je multiplie N par L, I, S. Là, ça. Or, ce qui est juste écrit au-dessus, B égale mu0 N, I. Ça veut dire que vous avez. Donc on va pouvoir isoler et remplacer NI par ou même le N ici, oui c'est ça. Donc ça va nous donner B sur mu0 L S. C'est un S mal fait. Voilà, NI est égal à B sur mu0, voilà tout à fait. Et maintenant, donc en fait, on continue, B, L, S et Z sur mu0. Et bien bon, c'est terminé, on connaît tout. Le moment magnétique de l'aimant est équivalent au moment magnétique d'un solénoïde de même dimension qui créerait le même champ magnétique. Et bien, M de l'aimant, alors avec les valeurs numériques, qui sont, donc j'avais sous les yeux, j'ai oublié, le champ B, 0,15 Tesla, voilà, c'était juste ça qui me manquait. 0,15 Tesla, donc 0,15, 15, 10-2 fois L, 15, 10-2 aussi, fois S, la section c'était 10-4, 1 cm², divisé par 4π10-7. Donc la norme, on va prendre la norme. Hein. Et donc ça nous donne une... alors, l'application numérique 1,79 si vous sortez de calculatrice. Est-ce qu'on a besoin de 3 chiffres? Non. Environ 1,8 10 puissance... non, rien du tout. 1,8 ampères mètre carré. Donc voilà comment est-ce qu'on peut calculer le moment magnétique créé par un aimant droit en faisant l'analogie avec le moment magnétique créé par un solénoïde qui créerait le même champ magnétique que l'aimant, exactement, et en ayant les mêmes dimensions. Donc voilà cette notion nouvelle, pas très difficile, donc à maîtriser quand même parce qu'on la réutilisera, donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour déterminer le moment des forces, enfin, en faire le lien avec le moment des forces, la force de la place.